Bonjour tout le monde, ici Marthe Saint-Laurent. Vous écoutez l'émission Vivement les femmes depuis le studio de Sherbrooke. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Nancy Mongeau, directrice du journal de rue de l'Estrie, un organisme communautaire dont la mission est l'inclusion et la réinsertion sociale. Pour elle, le communautaire, c'est l'humain. Ce sont des gens prêts à aider ceux qui ont besoin d'aide. Bonjour Nancy Mongeau, bienvenue à Vivement les femmes. Bonjour Marthe, merci pour l'accueil. Vous êtes maintenant directrice du journal, Nancy. Dans quelles circonstances avez-vous commencé à travailler pour cet organisme? Ça fait déjà plus de 10 ans que je travaille au journal de rue de l'Estrie. À ce moment-là, moi, j'ai été embauchée pour être éditrice. Donc, je devais m'occuper de la production du journal de rue, de l'équipe, de trouver des textes à mettre dans le journal et faire les mises en page. Mais assez rapidement, dans le fond, moi, quand je suis arrivée au journal de rue, je rappelle peut-être un peu la situation politique de 2013. Les conservateurs étaient au pouvoir. On avait sabré pas mal dans le financement des organismes communautaires. Ça allait assez mal pour tous les organismes qui aidaient les jeunes ou les gens vivant de la pauvreté. Oui. Le journal de rue en faisait pas exception à cette vague de, je vais le dire, de misère pour le milieu communautaire. Ça a été très difficile. Puis le journal de rue était sur le point de fermer ses portes. En toute franchise, ça allait vraiment pas bien. Mais moi, j'étais super motivée. Je trouvais que c'était un vraiment beau projet. Je suis tombée en amour avec le journal de rue puis avec ses camelots. Je me suis nous allons parler des camelots un peu plus tard, oui, qui ont en fait un rôle extrêmement important. Oui, c'est le cœur du journal de rue, les camelots. Mais donc, moi, à ce moment-là, je me suis retroussé les manches. J'ai eu de l'aide, beaucoup d'aide du milieu communautaire de Sherbrooke. J'ai vraiment découvert le milieu communautaire de Sherbrooke à ce moment-là. Et puis, toute l'entraide qui s'y passait. On a formé un comité qui a appuyé le journal de rue dans sa restructuration. Puis autant le milieu communautaire que la communauté de Sherbrooke là, nous ont vraiment appuyés. Et puis, on s'est redressé. Puis aujourd'hui, le journal va vraiment bien. Et quand vous dites toute la communauté, en fait, vous a aidé, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret pour qu'on voit un peu dans quel sens un organisme, justement, dans le communautaire, peut en aider un autre? Est-ce que c'est financier ou c'est par des conseils? Ça a été beaucoup par des conseils, je vous dirais, au départ. Les directions d'autres organismes qui sont un peu dans la lutte contre la pauvreté principalement là, je pense entre autres à la table itinérance de Sherbrooke. Dans le fond, notre appel à l'aide a été fait autour de cette table là. D'accord. Puis là, il y a plein d'organismes qui siègent à la table itinérance de Sherbrooke, puis ils ont décidé de nous aider. Fait qu'on avait des rencontres, puis là on regardait qu'est-ce qu'on pouvait faire. Mais ça a été vraiment aidant. C'est beaucoup de temps que ces gens-là ont mis pour aider le journal de rue. Puis on sait que dans le milieu communautaire, le temps, c'est une denrée rare. Oui. On a tellement peu de ressources dans tous les milieux que si on nous offre 2 heures ici et là, on sait que c'est ça, c'est très précieux, puis ça porte des fruits. Là, je parle du milieu communautaire, mais la population aussi de Sherbrooke a été très présente. On avait un partenaire, Basta Communication, qui nous a aidés à organiser en 2014-2015 un événement de financement, mais qui a été un super bel événement de visibilité aussi pour nous. On s'est, comme on dit, remis sur la map à ce moment-là, puis ils nous ont aidés à organiser tout l'événement. Ils ont vraiment pris ça en charge. Ils nous ont rien chargé, là. Ils ont vraiment fait ça de bon cœur pour aider le journal de rue. Puis je dois avouer que c'est beaucoup grâce à eux aussi qu'on est encore là aujourd'hui. Oui. On les remercie. Oui. Et vous parliez de la communauté, de la population. Là, j'ai parlé du milieu communautaire, j'ai parlé d'une entreprise, mais je dois parler des personnes bénévoles aussi. On va y venir plus tard. Parfait. Oui, on va y venir plus tard parce qu'on sait qu'ils sont très importants. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce milieu-là de travail? Qu'est-ce qui vous a attiré dans le communautaire? Parce que c'est quand même
difficile, hein? C'est pas un milieu où on est nécessairement bien rémunéré et il faut donner beaucoup d'heures de son temps, puis c'est quand même sur le plan émotionnel assez exigeant. Ça, c'est pas, vrai. ouais. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce milieu-là? Je pense que j'ai été juste aspirée par ce milieu-là. Ah oui. Puis par aspirer, je veux dire vraiment attirer, Oui. et c'était une aspiration. J'ai travaillé dans d'autres milieux avant d'être au milieu communautaire, des milieux qui peuvent être, oui, effectivement, plus payants, mais au bout du compte dans notre vie, c'est sûr qu'on a besoin d'argent pour payer notre loyer, notre nourriture, tout ça, mais qu'est-ce qui nourrit notre âme, ultimement, comme individu? Ben, souvent, c'est pas l'argent, vous le savez. Oui. C'est vraiment les actions qu'on va poser, les gens qu'on côtoie, le bien qu'on fait autour de soi. Puis ça, le milieu communautaire, il répond comme nul autre emploi au Québec. C'est tellement, tellement gratifiant. Oui, la reconnaissance, puis de savoir qu'on fait du bien. De savoir qu'on fait du bien. Oui. Tout à fait. Puis de savoir qu'on répond à un besoin qui est essentiel. Oui. Comme au Journal de rue, on aide les gens à s'inclure dans la société, Oui. à repartir. Les gens partent de loin. Si on C'est ça, était exactement. C'est quoi la mission du journal Oui, de rue de l'Estrie? mais Oui. vous l'avez bien dit en introduction, c'est l'inclusion sociale, l'inclusion socio-professionnelle. On lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Oui. Puis ça, on y parvient par la production et la distribution d'un journal communautaire qui s'appelle, comme l'organisme, le Journal Oui. de rue de l'Estrie. Donc, c'est créé par des gens qui sont dans la pauvreté. En partie, tout le monde peut écrire dans le journal de rue. C'est sûr que nos Ah oui, camelots, d'accord. dont on va reparler un peu plus Oui, tard, oui. peuvent écrire dans le journal, mais c'est vraiment tout le monde qui écrive. On a un noyau de personnes bénévoles qui sont issues. Autant on a des personnes qui sont à la retraite, on a des étudiants, on a des travailleurs, on a des gens qui sont sans emploi. Nous, on réunit tous ces gens-là qui proviennent de différents horizons. On les assoit autour d'une table, qu'elles soient virtuelles ou réelles. Ah oui. Et puis, c'est ça, c'est vraiment tout le monde qui peut participer finalement. C'est intéressant parce que, à tort, je croyais que c'était que des gens qui étaient dans l'itinérance qui avaient le droit d'écrire. Vous n'êtes pas la seule à penser ça, Ouais. parce que on s'appelle le journal de rue, Oui. mais pour les gens qui viennent de Montréal ou qui ont déjà été à Montréal, qui connaissent l'itinéraire, Oui. le magazine L'Itinéraire, c'est la même chose. Donc oui, les personnes qui vivent dans la rue peuvent écrire, mais pas que ces gens-là. Okay. On a des bénévoles, aussi ont des gens, ils ont un lien avec la presse même. Fait que, il y a des professionnels qui écrivent aussi. Oui, d'accord. Puis c'est ça qui fait la richesse de nos, Ouais. de Du nos contenu. articles, finalement. Oui, c'est Et ça. on peut acheter le journal, évidemment, via les camelots, quand on les croise, mais on peut aussi soutenir l'organisme. De quelle manière? Je pense qu'on peut devenir membre ou s'abonner. Oui, tout à Puis, fait. c'est quoi la différence entre être membre et être abonné? Quand on est membre comme n'importe quel organisme, c'est qu'on appuie la mission sociale. Donc, on est membre, on paie sa cotisation annuelle, D'accord. qui est de 25 $ pour les membres de soutien individu. La cotisation est moins chère pour les membres actifs. C'est quoi la différence entre les deux? C'est que les membres actifs sont souvent des gens qui vont être actifs un peu plus Oui. dans l'organisme. Vont s'impliquer. C'est ça. Fait que souvent, c'est des gens qui vont écrire, qui nous aident avec la photographie ou plein de choses qui peuvent faire en bénévolat, finalement. Donc ça, c'est pour les membres. Donc, qu'ils soient actifs ou pas, les gens peuvent être membres et s'abonner au journal. Mais là, c'est qu'on a le journal papier que les camelots vont vendre, mais on a aussi une plateforme numérique. Ah oui, on parlera plus tard de la plateforme Alors, numérique. les abonnements, c'est vraiment, pour répondre à votre question, c'est vraiment en lien avec la plateforme numérique. Nancy Mongeau, actuellement, vous avez une équipe de combien de camelots? Ça varie vraiment beaucoup. Mais présentement, je peux vous dire qu'on a entre 15 et 20 camelots actifs. OK, quand même. Est-ce que vous voyez que ce nombre-là a augmenté avec les années, a diminué ou est un peu en dents de scie? Il a augmenté depuis que je suis là. Moi, je suis au Journal de rue depuis plus de 10 ans. Oh, Quand je suis arrivée, il y avait 3 camelots.
Oh, OK. On avait 3 camelots et 4 points de distribution. OK. Maintenant, on a plus d'une douzaine de points de distribution qui sont répartis dans tous les arrondissements de la ville de Sherbrooke et une équipe de camelots, là, comme je vous disais, d'au moins 15 camelots actifs, mais ça peut monter. On a présentement, je pense, 25 camelots, mais qui sont pas tous actifs. OK, d'accord. Ça varie beaucoup, mais dans les dernières années, ça s'est stabilisé à plus d'une dizaine de camelots. Mais au cours des derniers mois, on a vu vraiment une augmentation des demandes. Et vous serez pas surprise de savoir que les gens ont de la misère à arriver avec toutes les hausses, avec l'inflation. L'épicerie coûte plus cher, les loyers coûtent vraiment plus cher à Sherbrooke comme ailleurs. Donc, ces gens-là ont besoin d'un revenu d'appoint. Souvent, ce sont des gens qui sont très éloignés du marché de l'emploi. Donc, pour toutes sortes de raisons, chaque camelot a son histoire. S'ils étaient tous ici aujourd'hui pour vous en parler, vous verrez que c'est pas des gens qui l'ont eu facile, puis c'est pas des gens qui sont prêts à abandonner. Donc, ils veulent vraiment, ils sont actifs dans leur vie, ils veulent avoir plus, ils veulent faire plus, mais ils ont beaucoup de limitations. Fait que le journal de rue leur permet d'avoir un emploi d'appoint. Pour payer une petite épicerie de plus, pour réussir à se maintenir en logement aussi. Parce que souvent, les gens vont croire que ce sont des personnes itinérantes qui vendent le journal de rue. Ce n'est pas le cas. Je dis pas que ça ne peut pas être le cas. Mais le journal va prévenir vraiment l'arrivée dans la rue ou va aider à s'en sortir, dépendant des cas. D'accord. Et quand on est camelot, est-ce qu'on est obligé d'être là à chaque parce que le journal sort à tous les 2 mois? Donc, est-ce qu'il y a une espèce d'engagement où il va quand ça y tente ou quand il a des besoins financiers? Comment ça fonctionne? Vous avez raison je dirais toutes ces réponses. OK, oui, d'accord. Je vais vous expliquer le principe. Les camelots sont des gens dans le besoin, premièrement. Mais quand ils viennent chez nous, ils deviennent travailleurs autonomes. D'accord. Donc, ils sont vraiment responsables de leur horaire, d'acheter les journaux, même les journaux qu'ils ont dans les mains. Il faut que vous sachiez qu'ils les ont achetés d'abord. Ils les achètent 2 $ et ils vont les revendre sur nos points de vente autorisés. Puis, ils les revendent combien? Ils les vendent 4 $. Donc, ils font 2 $. Ils font 2 $ par numéro. Les points de vente, c'est pas on peut aller n'importe où, n'importe quand, parce que là, ce serait le bordel dans la rue. Oui, effectivement. Non, on a, nous, à toutes les 2 semaines, une réunion où tous les camelots actifs viennent assister, et là, on fait l'horaire. Donc, à tour de rôle et de manière en rotation. Finalement, c'est pas toujours le premier qui choisit en premier. Mais là, on choisit ce qu'on appelle, nous, un spot. Donc, ton spot, c'est l'endroit où tu vas aller vendre et selon des plages horaires souvent de 4 heures. D'accord. Et puis là, c'est le matin, c'est l'après-midi? Un peu n'importe quand, ça dépend des points de distribution. C'est sûr que les épiceries, c'est plutôt le matin et l'après-midi. Le cinéma, on sait qu'il y a beaucoup d'affluence de clientèle. Nous, on se colle vraiment à l'affluence de la clientèle. On veut voir du monde. Contrairement à Montréal, ici, on n'a pas de métro. Les gens se promènent beaucoup en voiture. Oui, c'est vrai. Donc, pour accéder à la clientèle, nous, on peut pas juste se mettre au coin du métro Berry puis voir 200 000 personnes sortir de là. Fait que, où est-ce qu'on va? C'est où les gens sont. Les gens sont où? Ils sont dans les magasins, sont dans les épiceries, sont au cinéma. Et puis, on a besoin d'être à côté de la porte. Donc, Et est-ce que vous les recrutez ou ces gens-là viennent spontanément à vos bureaux pour travailler? Les camelots? Oui. Les deux. Ah oui, OK. On a plusieurs manières. Notre intervenance sociale, parce qu'il faut savoir aussi que les camelots sont accompagnés par un intervenant social. Nous, c'est le but ultimement. C'est des gens qui ont des besoins financiers, mais vraiment pas que ça. Fait qu'on a un intervenant social qui est vraiment dédié aux camelots, qui va les accompagner. Donc, en premier, ils viennent rencontrer cet intervenant social-là, ou c'est même lui qui se déplace dans les milieux pour aller rencontrer les gens. Ah oui, d'accord. Fait qu'on fait vraiment les deux. Le milieu communautaire nous connaît beaucoup aussi à Sherbrooke. Ils vont nous référer des gens. Ils vont dire, on va appeler ensemble, on va prendre rendez-vous, ou bien va au journal de rue, leur bureau est là. Ah oui, d'accord. OK, donc ils peuvent être référés. Oui, tout à fait. Et je crois qu'il y a des rencontres, comme vous disiez, en fait, de camelots. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des liens qui se tissent, des amitiés qui se développent?
Oui, puis ça, c'est beau à voir. Les gens qui vivent de l'isolement, parce qu'il y en a aussi qui viennent chercher ça, hein, de voir des gens. On va chercher de l'argent, mais on va chercher le contact humain aussi. Autant avec, avec la clientèle qui achète le journal qu'avec les autres camelots. Donc oui, effectivement, il y a des liens qui se tissent des fois. Puis comme c'est des gens qui ont tous comme en commun de vouloir se remettre en action, améliorer leur sort, mais ils ont tout ça en commun. Des fois, ils ont eu des problèmes, mais des problèmes qui sont soit en train de régler ou qui ont réglé déjà. Il y a des gens qui peuvent avoir eu des problèmes de consommation, mais là, c'est réglé, c'est fini, mais on reste toujours un peu fragile à ça. Fait que là, quand on vient au journal, ben, on trouve d'autres gens comme nous. Donc, on peut se sortir des fois même de certains groupes qui vont nuire à notre rétablissement et puis trouver un nouveau groupe qui va aider à son rétablissement. Oh, c'est beau, c'est une belle fraternité. Oui. Et est-ce que vous avez justement une histoire de succès d'inclusion à nous raconter, une histoire marquante, quelque chose de beau que vous avez vu? Ou... J'en aurais des dizaines. La plus belle. Mais il y en a une qui me vient spontanément en tête. C'est celle ben, je vais vous raconter celle d'une femme, étant donné que l'émission s'y prête bien. C'est quelqu'un qui est arrivé, qui était très, très introverti, qui avait vécu des choses difficiles. Puis là, elle était prête à revenir, mais prête, mais très, très craintive. Puis il faut comprendre que c'est pas facile d'être dans la rue avec un journal, de le vendre pour plusieurs raisons. Premièrement, ben là, on a peur des fois que ça peut être stigmatisant, parce que là, on s'expose aux gens. On leur dit, voilà, je suis pauvre, j'ai besoin d'aide. Puis on ouvre les bras tout grands à l'autre. Oui. À des critiques, à du jugement, à tout ce qui peut venir avec. Aussi. Mais je dois dire que la population à Sherbrooke est très bonne envers nos camelots. C'est plutôt rare qu'on a des histoires, des mauvaises histoires comme ça, mais malheureusement, ça arrive. Fait que là, il y a cette femme-là qui arrive, qui dit « je sais pas, je suis pas sûre si je suis prête. » Puis là, ben, OK, on y va, on l'accompagne là-dedans à toutes les étapes. On l'envoie à des spots qu'on sait qu'elle va être en sécurité, parce que ça aussi, c'est un autre enjeu, la sécurité dans la rue pour les femmes. Mais là, elle est allée, puis tranquillement, on l'a vu s'ouvrir, on l'a vu s'épanouir, gagner de la confiance en elle. Puis, ben, tranquillement, c'est ça. Elle s'est ouverte. Puis aujourd'hui, vous la verriez et c'est plus la même femme du tout. Elle semble épanouie, heureuse. Et puis, ben, c'est des histoires comme ça qu'on a racontées à tous les jours. C'est magnifique. Oui. Et au prorata, il y a combien de femmes versus d'hommes camelots dans votre équipe? On a environ le quart de personnes qui sont des femmes. Au début, il n'y en avait pas du tout, mais il s'agit qu'on en ait une, puis une autre, puis une autre. Là, je pense qu'on a en ce moment à peu près 5 femmes. Attends, on a Louise, Lucie, Catherine, Suzanne. Je pense que j'en oublie une. Kathleen, oui. Et pourquoi il y en a si peu d'après vous? Ça, c'est une bonne question. Je suis pas sûre que j'ai une réponse à ça. C'est certain que ça peut être intimidant dans la rue. Je pense que la rue est un milieu qui peut être difficile. Peut-être que les femmes connaissent pas assez ou savent pas. Ils ont peut-être pas autant confiance en elles que les hommes. Mais quand elles le font, elles le regrettent pas. Qu'est-ce qu'on lit dans le journal de rue de l'Estrie, Nancy? On lit une variété d'articles. On n'est pas comme les autres médias. On n'est pas une quotidienne. Fait qu'on lira pas ce qui s'est passé hier. On n'est pas dans le moment présent, mais plutôt dans une atmosphère, je vous dirais. Comme ce sont des personnes bénévoles qui écrivent la plupart des articles qu'on peut lire dans le journal de rue, mais ce sont des sujets que ces bénévoles-là vont choisir.
Ah oui, d'accord. Donc, c'est vraiment, le journal est teinté de l'âme de tous nos bénévoles et du milieu communautaire. Parce que à peu près, je dirais plus que 50% du journal est rédigé par des personnes bénévoles qui écrivent selon leur passion, leur connaissance. Un autre segment est écrit par le milieu communautaire. Donc, ces gens-là vont parler de leur, évidemment, de leur mission, de leur service, mais aussi de leur spécialité. Comme par exemple, s'il y a un organisme qui va lutter contre les dépendances. Okay. Il pourrait parler de qu'est-ce que c'est une dépendance, comment on tombe dépendant, comment on peut s'en sortir, nous parler d'une drogue en particulier. Okay. Fait que c'est vraiment des articles qui vont... c'est ça, c'est souvent des chroniques qui vont parler de sujets comme ça, de sujets sociaux, évidemment. Oui, évidemment. Sociaux, environnementaux. Il n'y a pas de politique puis de choses comme ça. Pas tant, non. C'est quelque chose qui nous intéresse un peu moins, quoique on ne ferme pas la porte à aucun sujet. On a une ligne éditoriale qui est assez libre. Tout ce qu'on ne veut pas, évidemment, c'est de la haine, des choses qui passeraient pas. Là. Est-ce que vous arrive parfois de refuser des articles? Oui, malheureusement, on a un nombre de pages qui est limité. À cause de la vente de publicité? Il est limité à cause du budget. Pour être franche, c'est que plus qu'on a de pages, plus que ça coûte cher à imprimer. On a un budget qui est très limité. Si on vendait plus de publicité, on aurait plus de pages. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, mais on a un nombre de pages limité. Puis, on a des réviseurs, nous. Fait que c'est pas parce que quelqu'un dit, moi, je sais pas écrire, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai envie de m'impliquer, mais mon français est pas bon. Ça, c'est pas une raison de refus. Oui, parce qu'on a des réviseurs. Okay. Donc, les réviseurs vont travailler avec ces personnes-là, des fois même en personne. Tu viens au bureau, on en parle. Sinon, on va te proposer, on va dire, il faut qu'on corrige ça. Puis ensuite, on renvoie le texte à la personne pour que la personne lise. Parce que des fois, les gens ils ont beaucoup de cœur, mais pas beaucoup de mots. Oui, je vais dire ça comme ça. Fait que ça arrive qu'on doive modifier les textes quand même de manière importante pour que le lecteur soit comblé, finalement. Et sans dénaturer les propos, l'intention de l'auteur. Oui, c'est ça. Puis pour être sûr qu'on n'a pas dénaturé les propos, là, on le renvoie à l'auteur. Ça, c'est une particularité du journal de rue. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est rémunéré, comme, admettons, les réviseurs, est-ce qu'ils sont rémunérés? Y a-t-il des gens rémunérés dans cette équipe-là? Oui, actuellement, on a des gens qui sont rémunérés. Ça peut être des travailleurs autonomes qu'on va embaucher. Ça peut être quelqu'un à l'interne ou ça peut même être des personnes bénévoles. Là, actuellement, on a les trois. Ah oui, d'accord. Oui. Et votre équipe est de combien? L'équipe à l'interne, à part les camelots, vous êtes quelqu'un de parlez des employés ou de l'équipe incluant les bénévoles? Parlez-moi des deux. Alors, les employés, il y a combien d'employés? Et l'équipe en général? Oui, on est 5 employés. Attendez, là, je vais les compter. Il y a moi, évidemment. Il y a Gabriel, qui est mon directeur adjoint. Grégoire Étienne, qui est intervenant social responsable des Camelots. J'ai Marie-Thérèse aussi, qui vient d'arriver dans l'équipe, qui est une intervenante sociale, elle aussi, qui va s'occuper plutôt des textes avec les Camelots. Ah oui, d'accord. J'ai Mylène Roy, qui travaille avec moi à la production. OK. Donc, vous êtes j'ai dit 5. J'ai dit 5, tu les as comptés. Oui, je les ai comptés. J'espère que je ne me trompe pas. Oui. 6. C'est ça, René, hein? 6. On confirme. Voilà. Oui, René à la mise en onde. Et puis, qui voit aux photos, qui voit aux envois postaux pour les membres? Ce sont des bénévoles? Beaucoup des bénévoles. Donc, c'est ça, je vous ai mentionné les 6 personnes qui sont employées au journal, qui sont vraiment les gens qui, au quotidien, vont gérer autant l'administration que les camelots et la production. Mais autour de ça, on a une équipe de bénévoles qui peut compter, entre 100 et 200 personnes par année. Voilà, OK. Parce que quand on écrit au journal, on peut écrire dans tous les numéros. On a 6 numéros par année. Je pense entre autres à Pierrette Deneau, qui est mon ange tombé du ciel. Ça fait des années qu'elle est avec nous. Pierrette a été présidente du conseil d'administration, mais elle écrit dans tous les numéros. J'ai besoin d'un texte. Pierrette, c'est elle qui va écrire. Elle a révisé pendant des années aussi. C'est une enseignante à la retraite. Ah oui, d'accord. Donc, on a des gens comme elle qui sont là à tous les numéros, qui sont le cœur de ce que j'appelle le comité de production. Oui. Et la production fonctionne de quelle manière? C'est quoi les étapes? Tout d'abord, il y a ce comité-là. On vient s'asseoir, on discute de qu'est-ce qu'on veut apporter comme idée
dans le journal, qui écrit quoi. Donc, notre cœur de bénévole part avec ça. Ensuite, il y a tous les autres bénévoles qui gravitent autour, qui vont nous envoyer de temps en temps un texte, une image, une annonce communautaire, des choses comme ça. Donc, nous, on dit aux gens, envoyez-nous vos textes. On révise, on réserve des fois des places, comme pour notre comité de production. C'est sûr que ces gens-là ont leur espace réservé, mais c'est pas parce qu'on réserve un espace que le texte va forcément passer. Là, après, c'est sûr qu'on va favoriser la publicité. Non, jamais. Pour vrai? Jamais. Je favorise les humains. C'est bon à entendre, ça. C'est rare. Oui, mais comme je vous disais tantôt, si on vend plus de publicité, c'est sûr que j'ai toujours de la place pour de la publicité. Je ne refuse jamais. Mais en fait, oui, ça aussi, ça peut arriver parce qu'il faut que ce soit une publicité qui est en lien avec nos valeurs aussi. D'accord. Mais parce qu'on peut choisir ce qu'on veut publiciser. Oui, vous voulez vraiment garder une homogénéité. On est cohérent avec nos valeurs. Oui, tout à fait. Et c'est quoi le tirage du journal? On imprime 5000 copies papier par numéro, 6 numéros par année. C'est un bimestriel. Est-ce qu'il en reste ou vous passez au travers les 6 000, les 5 000? C'est déjà arrivé. Avant, on n'en publiait pas 5 000. Quand je suis arrivée, on en publiait 1 500 seulement. On avait une équipe, comme je vous disais plus tôt, de 3 camelots. Fait que les 3 camelots arrivaient à écouler pas mal ces 1 000 à 1 500 copies-là. Mais là, maintenant, vous comprenez qu'avec 15 à 25 camelots, 1 500, c'est pas assez. Il y a une fois dans mes 10 années d'expérience au journal où on avait imprimé presque pas assez de journaux. Les camelots étaient tellement nerveux. C'est leur gagne-pain, ça. Donc là, s'il n'y a plus de journaux, on n'aura plus d'argent. Donc là, on a vécu un gros stress à ce moment-là. Puis là, j'ai augmenté le tirage à 5 000. Ça arrive qu'on les vend, les 5 000, mais jamais tout à fait. Je m'arrange pour qu'il en reste, pour pas que les camelots soient stressés avec ça, mais on les distribue toutes, par contre. On va les distribuer. Là, présentement, c'est à l'extérieur de la ville de Sherbrooke qu'on les distribue ou auprès de certains partenaires. Et de quelle manière vous ciblez les régions, justement, à l'extérieur de Sherbrooke? C'est l'Estrie. Nous sommes le journal de rue de l'Estrie. Donc, les villes estriennes, on a des partenaires qui sont des organismes ou une bibliothèque, comme à la bibliothèque à Magog, par exemple. Ou d'autres partenaires qui vont en prendre chez eux. Puis là, on les donne parce que nos camelots ne les vendent plus à ce moment-là. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marthe Saint-Laurent. Je suis en compagnie de Nancy Mongeau, directrice du journal de rue de l'Estrie. Nancy, l'organisme s'inscrit dans la lutte contre la pauvreté et l'itinérance. Qu'est-ce que ça représente au niveau du financement? Une question. Oui. Je ris parce que ça représente beaucoup de difficultés, beaucoup de défis. La lutte contre l'itinérance, là, on en a entendu beaucoup parler dans les dernières années de l'itinérance, mais malgré le fait qu'on en voit de plus en plus, puis que là, il y a une urgence d'aider les personnes qui vivent de l'itinérance et de la pauvreté, mais c'est pas une cause qui est très, très sexy. C'est pas glamour. Non, c'est ça. C'est sûr que quand on se dit à quelle cause je vais donner, les enfants malades, ça nous interpelle beaucoup. Tous les parents sont touchés par cette cause-là, la santé, tout ça. On pense à ces causes-là. On pense pas à l'itinérance, forcément. Non, je pense qu'il y a beaucoup de jugements. Exactement. Oui. On se dit, ces gens-là sont là
c'est de leur faute. Oui, c'est forcément de leur faute parce qu'on est tous maîtres de notre destin. Je suis d'accord avec ça, mais jusqu'à un certain point, on vient pas au monde avec toutes les mêmes forces dans les mêmes milieux. Il y a des gens, on est tous différents, on est tous des humains, on va dire on est tous égaux, mais non, c'est pas vrai, on n'est pas tous égaux. On ne vient pas au monde tous égaux. Et puis, ben, c'est ce qui fait qu'il y a certaines personnes pour qui c'est plus difficile. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous faire tomber dans la aussi, rue. vous le disiez en début d'émission, on ne sait pas. On ne sait pas, ça peut arriver à quelqu'un, mais puis on en a entendu des témoignages de la sorte. Quelqu'un, des avocats, des gens qui étaient riches, qui avaient de l'argent et tout, pour une raison, pour une autre, perte d'emploi, la santé, une séparation. Ouais. il y a plein de choses on peut se retrouver dans la rue. Exactement. Puis chaque personne qui se retrouve dans la rue, mais elle a sa propre histoire. Ce qui est important, moi, je trouve vraiment, c'est de sensibiliser les gens à tu ne connais pas son histoire. Tu connais pas son histoire, tu ne peux pas juger de son histoire. Fait que, au moins cette empathie-là. Oui. Puis c'est ça qui fait qu'on a de la difficulté, que vous avez de la difficulté à aller chercher du financement parce qu'il y a beaucoup de jugements puis que c'est pas une cause glamour. Oui, c'est ça. Mais donc vous avez quand même, je pense que vous avez quand même l'aide du gouvernement. Oui. Là, actuellement, nous, on profite d'une subvention du gouvernement fédéral qui, j'espère, va continuer à être octroyée pour les prochaines années. Ce qui est le plus difficile parce qu'on n'a pas de financement à la mission. Qu'est-ce que c'est le financement à la mission? C'est de dire, on reconnaît votre mission, ce que vous faites, ça aide. On va vous donner du financement à chaque année, tout simplement parce que vous faites ce que vous faites et vous êtes bon dans ce que vous faites. Ça n'existe pas. Non. Donc, ce sont des projets qui sont financés. Même si on a le même projet qui est tout simplement, comme dans notre cas, de servir les camelots, de leur permettre de travailler, de leur permettre d'évoluer en tant qu'humains pour éventuellement peut-être retourner sur le marché de l'emploi ou à l'école. Ça, c'est le but ultime, mais malheureusement, c'est pas possible pour tout le monde. Il y en a qui sont malades. Quand tu es atteint d'une maladie, qu'elle soit physique ou mentale, c'est presque impossible d'aller travailler à temps plein pour une entreprise. Un travail conventionnel, oubliez ça. Donc, c'est pour ça que le journal de rue est là. C'est pour permettre à ces gens-là d'avoir quand même un travail, d'être actifs quand même dans la société. Donc, on parlait de la part, en fait, du gouvernement qui donne au compte-gôtes ou d'année en année. Oui, mais c'est qu'il 5 ans. faut toujours les demander. Aux 5 ans, ce serait vraiment bien. C'est pas ça. Ça dépend vraiment des subventions. Là, notre plus grosse subvention en ce moment, c'est de 2 à 4 ans. Donc, à chaque 4 ans, c'est à refaire. Il faut refaire cette demande-là. Puis à chaque fois, on est nerveux. Parce qu'on se dit, ça se peut que cette année, j'ai déjà vu des organismes ici à Sherbrooke qui étaient reconnus, qui faisaient un bon travail, qui existent depuis des années, qui perdent ce financement-là. Puis on se dit, mais pourquoi ils perdent ce financement-là? Parce qu'ils s'inscrivent dans les objectifs de la subvention. Mais c'est comme ça. Parce qu'il y a plus de demandes, il y a plus d'appelés que... C'est quoi l'adage, là? C'est quoi? D'élus non, beaucoup d'appelés, peu d'élus, voilà. C'est ça. Fait qu'on doit se battre un petit peu avec ça, se défendre. Puis c'est toujours de dire, oui, je mérite ce financement-là. Ça peut être difficile. Est-ce que, au niveau du fonds de roulement, est-ce que ça provient des entreprises, des particuliers? Il y a des donateurs, j'imagine. Oui, mais parlez-nous des donateurs. Toutes ces réponses, on a en plus du gouvernement qui peut nous aider. On a nous, on vend de la publicité aussi au Journal de rue. On a des membres qui payent leurs cotisations et on a des donateurs. Les donateurs sont les gens qui font toute la différence au niveau du financement du Journal de rue et de tous les organismes, dans le fond. Tu sais, je peux parler au nom du milieu communautaire au complet. Les subventions ne payent pas toutes. On a besoin d'argent pour payer nos employés. On peut pas juste vivre avec le travail des bénévoles, même s'ils font un travail incroyable. On a besoin d'un noyau de personnes salariées. Et puis ça, ça prend de l'argent. Puis on veut bien les payer, nos gens, parce qu'on veut pas les perdre. On vit du roulement de personnel dans le milieu communautaire. C'est incroyable. À cause de ça? Parce qu'on paye pas assez les gens. Le milieu public, tu sais, le milieu public dit souvent on n'a pas assez d'argent, on n'est pas aussi bien payé que le privé. Mais le communautaire, c'est encore moins que le public. Fait qu'on on veut garder
garder nos gens, pour ça, ça prend de l'argent. Puis pour ça, ben, ça prend du financement. Puis les personnes qui sont donatrices, souvent, ce sont même des gens... Ben, il y a des gens qui vont faire des dons ponctuels une fois. On peut donner un petit montant, puis même des montants, je vous dis, de 25 $. Ça fait une différence. Font toute la différence. À la fin de l'année, c'est ce qui me permet, moi, en tant que directrice, de boucler mon budget et puis de pas couper des services. Oui. Et est-ce que c'est pas épuisant, cette quête de fonds-là? Épuisant, vous dites? Oui. Oui, un peu. Un peu. C'est épuisant, mais c'est mon travail. C'est mon travail et c'est ça qui est essentiel pour l'organisme. Tous mes collègues comptent sur moi pour aller chercher de l'argent, pour pouvoir qu'eux puissent continuer à travailler dans ce beau milieu-là. Et à quoi on s'accroche quand le bateau tangue? Ça, c'est une réponse qui m'est venue à un moment donné, même au début de ma carrière dans le milieu communautaire. On se pose la question des fois parce que, comme vous dites, c'est tellement épuisant. C'est pas rare que les directions d'organismes vont partir en burn-out. On est épuisé. Oui. On donne tout ce qu'on peut. Des fois, même, on va faire du bénévolat pour nos organismes parce qu'on cherche le financement puis on sait que c'est important. À un moment donné, ben là, on était, comme je disais, à nos tout débuts. Le journal de rue avait beaucoup de misère financièrement et je devais annoncer au Camelot qu'on le savait pas si on allait pouvoir continuer, que je travaillais très fort pour continuer, mais que ça se pouvait que le journal ferme ses portes. Et là, j'ai un de mes camelots qui m'a regardé, puis c'est un homme d'un certain âge. Puis, les hommes, d'habitude, ça ne donne pas trop d'idées de leurs sentiments. Oui. Surtout, là, je vous parle d'un homme qui est dans la génération des baby boomers. On est fort, on est capable. Et là, il me regarde droit dans les yeux, puis il me dit, « Mais qu'est-ce que je vais faire si le journal ferme? Qu'est-ce que je vais faire? Vous êtes ma seule famille. » Oh. Avec les larmes dans les yeux. Puis là, j'ai fait comme, non, inquiète-toi pas, Rosaire. Je vais tout faire pour que ça ferme pas. C'est magnifique. Je trouve ça émouvant. Ça m'émeut beaucoup. Donc, c'est à ça que vous vous raccrochez. C'est pour ces gens-là qu'on le fait. C'est pour ces gens-là qu'on le fait. C'est pour comme je disais, c'est cliché un peu, mais c'est vrai, c'est une famille qu'on devient parce qu'on compte les uns sur les autres. Autant les bénévoles qui viennent nous appuyer, qui m'apportent. Le conseil d'administration aussi m'appuie beaucoup. Là, je vais répéter le nom de Pierrette, mais il y a Luc aussi qui est notre président en ce moment. Des fois, j'ai de la misère. Puis là, je me dis, mais là, à qui je parle? Je peux bien en parler à mes parents, à mes amis, mais j'appelle Luc. Puis là, lui, il m'appuie vraiment, puis il est toujours présent, puis il me dit « C'est bien, tu fais bien les choses » ou « T'as-tu pensé à ça? » Puis d'avoir cet appui-là des gens, ça nous permet de faire quelques milles de plus. Nancy Mongeau, avant la pause, vous nous avez parlé de Rosaire, le camelot, en fait, qui est inquiet pour son avenir. Et moi, j'ai été tellement émue. Est-ce que Rosaire est encore avec vous? Eh bien, Marthe, vous allez probablement être encore plus émue. Si j'avais autant d'émotions au moment où j'en ai parlé, c'est que Rosaire est décédée maintenant. C'est un camelot qui est resté avec le journal de rue jusqu'à la toute fin. C'est une personne qui avait atteint déjà l'âge de la retraite, mais qui continuait de travailler avec le journal de rue parce qu'il aimait tellement voir le monde, il aimait tellement sa clientèle et sa clientèle le lui rendait très bien. Non seulement les clients l'aimaient, mais les marchands aussi l'aimaient beaucoup. Rosaire était souvent au marché de la gare. Ça, c'était son spot à lui. Le spot qu'il préférait. Et les gens du marché de la gare l'appréciaient tellement que quand ils ont appris que Rosaire était mort, eux, ils ont décidé de renommer un espace en son nom. Oh, wow! Donc, il y a une petite place au marché de la gare de Sherbrooke où on peut s'asseoir pour prendre son café, manger un sandwich qu'on a acheté à la boulangerie. Mais cette place-là, maintenant, s'appelle la place Rosaire Morneau. Oh, c'est magnifique. Oui, vraiment. Oh, c'est émouvant. Écoutez, on va revenir sur, justement, l'avenir du journal. Avec toutes les coupures, on a juste abordé un peu. Est-ce que, avec toutes les coupures qu'on a de la part du gouvernement, est-ce que vous êtes inquiète pour l'avenir du journal?
Est-ce que vous croyez ou est-ce que vous anticipez que ça pourrait se terminer? Je suis une personne très optimiste. Donc, je pense la réponse pour l'être dans le domaine communautaire. Oui, donc la réponse va forcément être non. Mais je dois dire aussi qu'on a géré les finances de l'organisme de manière très responsable. Donc, une fois qu'on a fini de payer nos dettes, parce que quand je suis arrivée, l'organisme était endetté, c'est pas pour rien qu'on pensait qu'il allait fermer, mais on a réduit nos dépenses aussi. Mm-hmm. On a réduit tout ce qu'on pouvait. On a trouvé un local qui nous coûtait pratiquement rien, qu'un autre organisme, la Chaudronnée de l'Estrie, qui est la soupe populaire à Sherbrooke, nous a offert ce local-là. Fait que, ça a été très, très dur les premières années, mais tranquillement, on a réussi à mettre de côté un petit coussin de sécurité. Ah oui. Ce qui fait que si jamais on perdait même notre plus grosse subvention. Ben, c'est sûr que là, il faudrait qu'on se retourne assez vite de bord. Là. Pédaler, hein? Oui, c'est ça, mais on ne fermerait pas. On pourrait quand même, pendant quelques semaines, quelques mois, peut-être même 1 an, on serait capable de trouver d'autres solutions. Mais ce qui est vraiment incroyable, c'est que à chaque fois qu'on a connu des difficultés, les gens ont été là pour nous soutenir. Oui. Est-ce que vous avez remarqué une baisse, justement, dans les dons ou dans les gens qui vous supportent, parce que la période est quand même difficile. On va dire que depuis 2020, il y a eu beaucoup de pertes d'emploi, il y a eu beaucoup sur le plan économique, ça a changé notre vie. Ouais. Est-ce que vous avez vu une baisse dans les dons privés? Ça se reflète un peu. Oui. Ça se reflète un peu, mais pas tant que ça. Parce que les gens continuent à donner. Puis comme je vous disais, c'est pas des milliers de dollars que les gens vont donner. Il y en a que c'est juste 25 $. C'est sûr que là, quand on a une perte d'emploi, ben le 25 $, il devient gros sur une épicerie. Oui. Mais on a d'autres gens qui sont encore en emploi, qui sont à la retraite, qui ont de l'argent. Ben ces gens-là, même des fois, on dirait qu'ils veulent compenser parce qu'ils savent qu'il y a d'autres personnes qui peuvent plus donner. Mais là, ces gens-là vont nous donner un petit peu plus parce qu'ils savent qu'en ce moment, on a de la misère, parce qu'ils connaissent les besoins du milieu. Parce que les gens qui vivent la pauvreté, l'écart entre les riches et les pauvres se creuse de plus en plus. Oui. Fait que les gens qu'on aide, nous, ce sont les gens qui sont au creux du creux. Ils ont vraiment beaucoup de misère. Puis ça, on les voit, on a juste à regarder dans la rue, puis on la voit, la misère. Oui. Elle est multiproblématique. Omniprésente. Oui. Puis les problèmes, quand je dis multiproblématique, c'est aussi parce que les problèmes sont de plus en plus grands. On n'a pas juste un problème de santé mentale, on n'a pas juste un problème de consommation, on a les deux, on a les trois, on a les problèmes physiques aussi. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Puis c'est pas vrai que les gens, ils veulent rien faire pour s'aider. Puis quand ils arrivent au journal, là, ils ont passé une petite étape de plus à justement se reprendre en main. Oui. Mais nous, on a besoin de financement pour les aider, pour les accompagner, parce qu'on ne fait pas juste leur donner des journaux, on leur vend des journaux. Tiens, va-t'en dans la rue, vends ça va mieux aller. On a les intervenants sociaux, puis plus qu'on a de besoins, plus qu'on a de suivi. Les gens, ils viennent chez nous, pas juste acheter le journal. Ils viennent... je vais vous donner un exemple bien concret. J'ai plus ma carte d'assurance maladie. Qu'est-ce que je fais? Moi, je suis une personne qui est très loin du marché du travail, mais de tout, qui a de la misère à s'organiser dans la vie, qui sait pas qui appeler, quoi faire, qui vit de l'anxiété par rapport à tout ça. Mais là, notre intervenant social, lui, va aider ces gens-là. Bon, je sais comment faire. Viens t'asseoir, on va commander les papiers. Ah oui, tu as de la misère à les remplir parce que ton niveau aussi. Ben oui, c'est ça. Le niveau d'alphabétisation est pas le même pour tout le monde non plus. Remplir un formulaire pour certaines personnes, c'est impossible. Oui, c'est ça. C'est pas juste difficile, c'est impossible. Donc là, notre intervenant social s'assoit avec la personne, l'aide à remplir tout ça. Oui. Mais ça demande du temps. Puis plus qu'on a de gens qui ont de besoins, ben plus qu'on veut répondre à ces besoins-là. Est-ce que vous avez l'impression que vous devrez réinventer la roue pour durer dans le temps? On est constamment en train de se réinventer dans le milieu communautaire. C'est même de quelle manière? C'est même devenu un running gag parce qu'il faut toujours trouver du financement, du nouveau financement. Comme je vous expliquais un peu plus tôt, les subventions, ce sont des projets qu'on doit proposer. Mais là, les objectifs des subventions changent, eux, des fois. OK. Là, il faut dire, en quoi, moi, mon organisme, je peux répondre, quel projet je peux proposer pour qu'on m'offre ce financement-là. Et quel genre de projet vous proposez, justement? C'est jamais le même? Il y a certaines subventions qu'on ne devrait pas toujours proposer le même. Mais nous, là, si je reviens au journal de rue, nous, notre projet, c'est toujours le même. Moi, j'aille bien ça être obligée de dire, on a un nouveau projet. Non, oui, je peux avoir plein de nouveaux projets, c'est certain. Là, on en a des idées dans notre équipe. Vous n'avez pas idée qu'on a le nombre d'idées. Oui, ça le fait.
Ça le fait. Mais c'est ça, fait que, tu sais, on manque pas de projets à faire, on manque de financement. Oui. Mais on manque de financement pour faire ce qu'on fait à la base. Qu'est-ce qu'on fait? On écrit des articles, on imprime un journal et on le distribue. Donc, on aide ces gens-là. Oui. Nous, notre projet est toujours tourné autour de ça. Okay. On ne veut pas changer notre mission ou changer nos services pour avoir du financement, parce que là, le financement disponible, c'est pour faire ça. On veut pas s'adapter au financement. Oui, je comprends très bien. Mais là, heureusement, on est capable, en tout cas, à date, on est capable d'être assez créatif pour dire oui, ce qu'on fait, ça peut correspondre à vos objectifs. Oui. Et alors que le papier est amené à disparaître, les journaux papier, on les voit de moins en moins, est-ce que vous craignez que pour l'avenir du journal papier? Non. Non, parce qu'on en a besoin, non. On en a besoin. Le camelot qui va dans la rue vendre le journal, s'il n'y a plus de journal dans ses mains, qu'est-ce qu'il va vendre? Des abonnements en ligne, oui, il pourrait, mais c'est un petit peu moins concret. Puis notre clientèle nous le dit qu'elle aime le papier, justement parce que les autres sont plus papier. Fait que c'est le fun de regarder les nouvelles sur sa tablette, mais c'est le fun aussi d'avoir quelque chose dans les mains, là, le physique, le papier, qu'on peut tourner les pages en buvant son café le matin. Oui, absolument. Et de quelle manière, collectivement et individuellement, on peut être plus inclusif? Est-ce que c'est possible? Si la réponse était non, je ne travaillerais plus où je travaille. Je pense que je serais juste déprimée. Oui. Non, mais oui, on peut être plus inclusif. Mais de quelle manière? La première chose, ne pas juger. Juste se dire, je ne connais pas l'histoire de l'autre. Oui. L'autre mérite d'avoir une chance dans la vie. Comme moi, j'ai eu de la chance. Si je suis une personne privilégiée, moi, je suis chanceuse. Donc, reconnaissons notre chance. Et puis, permettons à l'autre peut-être d'avoir un semblant de chance en s'ouvrant un peu à l'autre, finalement. Oui. Et qu'est-ce que vous pourriez adresser aux femmes en situation de précarité? C'est pas facile pour les femmes, hein? Non. Il faut compter sur soi. Il faut pas hésiter d'aller chercher l'aide, mais surtout, je dirais qu'il faut pas se laisser avoir. Ce qui est dans le milieu de la pauvreté, je parle du milieu de la rue, là. Dans la rue, c'est encore plus difficile pour les femmes que pour les hommes. Mais il faut pas qu'on se laisse profiter. La formulation est mal dite, là, mais c'est pas parce qu'on est pauvre puis qu'on est dans la misère qu'il faut profiter de nous. Il faut rester digne, il faut rester fier, puis il faut aller chercher les aides aux bons endroits. Nancy Mongeau, nous allons faire maintenant une incursion dans votre vie de femme. Quelles sont vos plus grandes satisfactions personnelles et professionnelles? Professionnelles, vous en avez quand même parlé de quelques-unes. Personnelles, qu'est-ce que ce serait? Sans aucun doute, ce serait ma fille. Oui. J'ai élevé une fille, j'allais dire seule. Moi, je suis une maman monoparentale, mais j'étais pas seule. J'étais très bien entourée. J'avais mes parents qui étaient collés sur moi pour m'aider à élever ma fille, tout en ayant une vie professionnelle. Oui. C'est ça qui est difficile, hein? On veut pas que nos enfants ils soient négligés par rapport au fait qu'on a une vie professionnelle qui est très active. J'avais beaucoup de responsabilités dans mon travail, mais je voulais m'assurer que ma fille avait non seulement tout ce dont elle avait besoin matériellement, mais émotivement aussi. Oui. Puis je pense que je m'en suis bien tirée. Je le croirais. Quel âge elle a, votre fille? Elle a 21 ans. Oh, quand même? Oui. Est-ce qu'elle est portée vers le communautaire? Elle est portée vers les arts. Ma fille, en ce moment, étudiait à l'Université de Sherbrooke en musique. C'est une chanteuse, une auteure, compositrice, interprète de talent incroyable. C'est une belle personne. C'est sûr qu'elle aussi, elle partage mes valeurs sociales. Oui. Ça, j'en suis très fière. Avec raison. Oui. Et vous avez étudié dans quel domaine? Pour être franche, j'ai lâché les études assez tôt dans mon parcours. Moi, j'ai étudié en art dramatique au cégep. Oui. Mais je me suis découragée assez rapidement parce que je n'avais pas beaucoup d'argent. J'habitais à Montréal. C'était difficile. C'était pas comme j'espérais non plus, le cégep.
à ce moment-là dans ma vie, en tout cas. Avec le recul, j'aurais aimé ça aller à l'université, j'aurais aimé ça poursuivre mes études, aller à l'École nationale de théâtre. Ah oui, vous vouliez faire du théâtre? Oui, c'est ma passion. J'adore le théâtre, le cinéma. Mais c'est une passion aujourd'hui que j'ai mis de côté pendant plusieurs années. Oui. De temps en temps, j'ai participé à certains tournages. C'est sûr que j'aimerais beaucoup encore faire du théâtre. S'il y a de quoi que j'aimerais faire pour m'accomplir en tant que femme, il me semble qu'avant de mourir, j'ai besoin de jouer encore. J'ai besoin d'aller dans ce milieu artistique-là un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est en théâtre, c'est ce qu'on aime, on se retrouve dans le communautaire? Il y a ça quelque va chose, bien hein? ensemble, il me semble, les deux. Hein? C'est de jouer un personnage, être humain. Tu sais, il y a beaucoup d'humanité. Oui, il y a beaucoup d'humanité dans le théâtre. Oui. Tu sais, il faut comprendre le personnage, puis tout ça. Mais moi, c'est un peu la même chose que je fais, mais au lieu de comprendre des personnages que je vais interpréter, je comprends des humains que j'aide. Moi, je trouve qu'il y a un beau lien là. Mais mon parcours a été très atypique. Je suis partie, moi, j'étais à Montréal à ce moment-là. Est-ce que vous êtes native de Montréal? Non, ou de moi, l'Estrie? je viens des cantons de l'Est. OK. Ouais, j'ai grandi à Donham, sur une ferme. Oui. Ensuite, moi, j'en avais assez de la campagne. Je suis partie dans la grande ville. J'ai été là quelques années, mais j'ai trouvé la ville un peu difficile. Tu sais, surtout au début des années 2000, quand j'étais une jeune adulte, c'était difficile de trouver de l'emploi. C'est pas comme aujourd'hui, là, quand on va porter un CV, puis il y en a 3 qui nous appellent. Mais quoi qu'en ce moment, c'est un petit peu plus difficile que ce l'était l'année passée. Mais j'arrivais pas à trouver de l'emploi. Fait que je suis revenue chez mes parents. En campagne, j'ai travaillé dans la restauration pendant longtemps. J'étais une personne très introvertie quand j'étais jeune. J'étais une artiste, mais j'avais beaucoup de misère à prendre ma place. Le travail dans la restauration m'a permis de prendre un petit peu plus ma place. Le théâtre m'a permis beaucoup d'apprendre à prendre ma place. Ça le fait. C'est bizarre, ça, en bouche. Donc, avec ce bagage-là, j'ai commencé à me construire, à prendre confiance en moi. Et puis là, je suis tombée enceinte. Au moment où je dirais que ma carrière a commencé à être bien dans le milieu de la restauration, j'étais gérante dans un bistrot. Puis là, je suis tombée enceinte. C'était une surprise. Oui. Une belle surprise au final. J'ai décidé de garder mon bébé, d'arrêter. Et vous aviez quel âge à peu près? J'avais 23. J'ai eu 23 ans. Quand ma fille est venue au monde, j'avais 23 ans. Puis j'ai décidé de juste parce que moi je voulais rester avec mon bébé aussi. Je me suis rapprochée de mes parents. Donc mes parents m'ont vraiment beaucoup aidée à ce moment-là. Puis j'ai attendu d'être prête à retourner sur le milieu du travail parce que je me disais j'ai un petit bébé, je veux rester avec ce bébé-là, je voulais pas le faire garder dans une garderie. Je sais que la plupart des gens sont obligés. Hein, quand ton bébé a 1 an, souvent les femmes ils aimeraient ça rester à la maison avec leur enfant un petit peu plus longtemps. Moi, vu que j'avais mes parents pour m'aider, j'ai pu me le permettre. Fait que je suis restée, mais je suis pas le genre à rester non plus à la maison puis à rien faire. C'est pas rien là de rester à la maison pour s'occuper d'un enfant. Là, mais j'ai commencé à m'impliquer bénévolement dans le milieu communautaire, dans le milieu du théâtre. Puis je me suis rapprochée de ce que j'aimais faire, de ce qui me passionnait. Et puis là, je suis arrivée dans ce milieu-là. C'était une belle époque. Il y avait une subvention pour faire un plateau de travail pour les jeunes décrocheurs. Dans cet organisme-là. Mais eux, ils ont dit, il y a de l'argent, mais on n'a personne pour le diriger, ce projet-là. On n'a personne pour le coordonner. Il y en a un qui était aux études, l'autre avait une job à temps plein. Je dis, moi. Moi? Je suis là. C'est ça. Je suis là et je suis votre femme. Puis ça a été tellement formateur. J'avais eu quelques formations aussi en économie sociale. L'économie sociale m'intéressait beaucoup, donc j'avais été suivre quelques formations. Puis là, pour ce projet-là, il fallait en 2 semaines qu'on monte le projet, qu'on remplisse la demande, qu'on aille chercher des partenaires. Je l'ai fait. On a eu un super beau plateau de travail avec un taux de réussite de plus de 90%, que les jeunes se sont replacés après, à une époque, je rappelle, qui était difficile pour les jeunes de se trouver de l'emploi. Puis là, ça a été le début d'une étincelle. J'ai jamais quitté le milieu communautaire depuis. C'est ça. Donc voilà, on est capable de faire le lien à ce qui vous a amené en fait au journal. Oui. Donc entre les jeunes qui décrochent et ces gens qui sont dans un état d'itinérance, on voit très bien qu'il y a quand même un lien, c'est sublime. Oui, c'est la désaffiliation qui est le lien entre tout ça. Puis je sais pas pourquoi, c'est
probablement le milieu qui m'interpelle, mais le milieu des médias aussi m'interpelle. Parce que entre le plateau de travail de jeunes et le journal, il y a eu la radio communautaire. Oui, aussi, la radio communautaire. Puis quand je suis arrivée au journal, c'était comme la combinaison de mes deux passions, du milieu communautaire et du milieu des médias. Et Nancy, qu'est-ce qui fait, rapidement, qu'est-ce qui fait que vous vous levez le matin? La réponse est assez simple, c'est que je suis en vie. N'est-ce pas la plus belle chose du monde, d'être en vie? Des fois, on l'oublie, que c'est important. Oui, mais d'être en vie et d'être en santé. Oui, aussi. Parce que moi, j'ai la chance d'être en santé. Donc, j'ai pas mal quand je me réveille le matin. Mais ça, je m'en suis rendu compte de cette chance-là quand j'ai eu une tendinite l'année dernière. Je me réveillais le matin, la première chose que je réalisais, c'est que j'avais mal. Maintenant, j'ai plus mal. Et j'en profite à 100%. Je comprends. Merci beaucoup, Nancy Mongeau, d'être venue à l'émission. Merci de nous avoir renseigné sur plein de choses. Je suis certaine que nos auditrices et nos auditeurs vont être emballés par ces découvertes-là. Et je voudrais dire, pour plus d'informations, on peut se rendre sur jdrestri.ca. Alors, on peut lire des articles, on peut tout savoir sur le journal. Alors, on peut faire des dons aussi. Oui, au jdrestri.ca. Oui, on encourage les dons. Donc, ainsi prend fin notre émission. Merci à toute l'équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien La Liberté, chef diffusion technique. Ici, Marthe Saint-Laurent qui vous dit à très bientôt.